Bonsoir à tous et bienvenue au premier webinaire. Non, c'est pas le premier, hein. C'est déjà au moins le quatrième webinaire de la Club Manager Academy qui sera consacré aujourd'hui à la communication interne. Donc, je remercie Nicolas qui nous accueille dans les locaux de UCLE pour présenter ce webinaire. Et je vous rappelle que la thématique de la communication sera encore traitée lors du forum de la Hockey Academy le 24 juin qui se tiendra à Woluwe, qui sera suivi du match de Norred Panthers. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le formulaire est en ligne sur notre site. Et si vous avez la moindre question, après ce webinaire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et vous pouvez toujours poser vos questions via l'outil de questions à droite de votre écran. Et Nicolas y répondra à la fin de sa présentation. Je te laisse la parole. Merci. Alors bonjour, enfin bonsoir à toutes et tous. C'est un peu bizarre évidemment d'être face à un écran comme ça, on n'a pas tout à fait l'habitude. J'espère qu'on va vous garder motivé, concentré jusqu'au bout. Si jamais il y a des points qui vous paraissent déjà suffisamment connus ou justement plutôt à creuser, n'hésitez pas aussi à nous le dire au fur et à mesure de la présentation. Je pense que ce sera assez utile qu'on puisse avoir des échanges tant pendant que après. Alors, comme vous l'avez compris, on m'a demandé, en ma qualité à la fois de président du conseil d'administration du Royal UCLE Sport, que en ma qualité véritablement professionnelle, celle-là, de directeur adjoint de la communication de l'ULB et ancien porte-parole du bourgmestre de la ville de Bruxelles. Alors, je précise tout de suite, c'est pas celui qui vient de partir, c'était encore celui d'avant. On m'a donc demandé de vous parler de la communication d'un club de hockey et plus particulièrement de sa communication interne. Alors, au programme de ce soir et de ce webinaire, on va se poser plusieurs questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'on se soucie de la communication interne d'un club? Quel public est-ce qu'on doit viser? Avec quels objectifs? Quels outils peuvent nous permettre d'atteindre notre stratégie de communication? Quelles ressources un club doit mettre en œuvre et à disposition pour pouvoir atteindre ses objectifs? Et puis enfin, on va pouvoir échanger tous ensemble sur les questions qui vous passeraient par l'esprit. Alors pourquoi se soucier de la communication interne? Première question, parce que en fait tout est communication. Une discussion au bord d'un terrain, le choix de la couleur du maillot de votre équipe, le choix d'un sponsor aussi. Ben, vous savez qu'aujourd'hui tout est scruté à la loupe et un sponsor comme une marque pétrolière ou une marque de cigarettes a évidemment un tout autre impact qu'une marque de vélo ou une autre marque green. Et donc, bien entendu, tout est communication, tout va impacter votre image et finalement définir l'identité de votre club. Un tweet envoyé à 2 heures du matin peut aussi avoir un impact, mais là, je pense qu'il faut être président des États-Unis pour que chacun s'en soucie. Alors, communiquer, c'est, comme je viens de le dire, d'abord se définir en tant que club. Se définir parce que vous allez avoir toute une série de questions à vous poser au tout début de votre stratégie de communication. Peut-être certains ou certaines d'entre vous sont gestionnaires de clubs qui viennent de se créer en Wallonie. Je pense qu'il y en a peu qui sont créés ou pas du tout qui sont encore créés à Bruxelles ces dernières années. Mais donc, il y a toute une série de questions à se poser comme les valeurs de votre club. Je pense que c'est un pilier parfois qu'on a tendance à oublier, mais en tant qu'association sans but lucratif, en tant qu'acteur de la société civile, on a toute une série de valeurs qu'on doit porter, qu'on peut porter en tout cas, et surtout quand on a une école de jeunes, je pense qu'on a une responsabilité en tant que club, et donc le fair play par exemple est une valeur communément partagée par l'ensemble des clubs de hockey, mais l'ouverture sociale, l'implication dans son quartier, le sport pour tous, par exemple, l'accès aux personnes handicapées dans le sport, tout ça, ce sont autant de valeurs. Et après, que ce soit le sport plutôt d'élite ou le sport plutôt loisir, ça fait là aussi partie de valeurs qu'on doit définir. On doit également alors se définir des objectifs. Et je pense que communiquer sur les objectifs d'un club, c'est la première manière de définir véritablement ce qu'est votre club et ce qui fait, in fine, ses spécificités. Tout ça va évidemment, que ce soit les valeurs, les objectifs, les spécificités, vous permettre véritablement de définir votre projet. À partir de là, vous allez aussi avoir des éléments extérieurs qui vont
vous aider à définir votre communication en tant que club. C'est la région, la commune, le quartier dans lequel vous êtes actif. Par exemple, nous, en tant que club bruxellois, on a une identité qui n'est pas la même sans doute qu'un club wallon. En tant que club uclois, on a une identité différente également parce qu'on est une commune qui connaît 4 clubs de hockey, et donc ça a évidemment un impact sur la manière dont on communique. Et puis, dans Uccle, nous sommes le club qui a sans doute la population voisine la plus socialement défavorisée. Donc là aussi, ça va impacter évidemment la manière dont on communique par rapport à notre quartier. Alors on s'éloigne un petit peu de la communication interne, mais pas tellement. Le public cible, bien entendu, donc comme je le disais, le public qui nous entoure et la zone de chalandise finalement va définir également l'identité de votre club, et puis les ressources dont vous disposez, qu'elles soient financières, qu'elles soient humaines, c'est aussi un élément très très important, et j'y reviendrai largement. Communiquer, c'est pas renoncer, c'est choisir. Vous allez d'abord vous choisir un nom, un logo, parfois une devise, un emblème, une mascotte, les couleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, un uniforme, mais aussi toute une autre, toute une palette de choses, que ce soit les outils, que ce soit les messages. Et je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça, parce que trop souvent, on a tendance à communiquer et puis après à se définir. Et il faut véritablement se dire que dès la première communication, eh bien, on aura posé des choix qui seront des choix à long terme, et donc il faudra vraiment être certain que l'impact qu'on définit de notre communication est un impact que l'on souhaite et que l'on souhaite à long terme. Les publics. En tant que club de hockey, vous avez peut-être des membres du personnel, vous avez des membres qui sont actifs en tant que bénévoles, vous avez pour 99% vos membres qui sont affiliés et joueurs, il y a les parents de joueurs et joueuses, les autorités politiques avec lesquelles vous êtes en contact, vos partenaires, qu'ils soient privés, publics, locaux ou nationaux, et le public externe auquel vous voulez pouvoir communiquer de temps en temps. Ce soir, nous allons parler de 3 catégories plus spécifiquement dans le cadre de la communication interne. Ce sont les bénévoles, les membres affiliés, joueurs-joueuses et les parents. Alors, quels objectifs votre communication interne doit viser? Finalement, vous allez vouloir rassembler autour du projet du club. Vous allez vouloir convaincre, en fait, sur le bien fondé du projet et arriver à véhiculer toutes les valeurs que ce projet comporte. Vous allez, par là même, créer un sentiment d'appartenance et une certaine fierté, un esprit de club. Je pense que la fierté, c'est vraiment un maître mot dans la communication, et c'est quelque chose qu'on doit viser comme un des objectifs principaux, en tout cas selon moi, quelle que soit l'institution d'ailleurs pour laquelle on travaille, que ce soit une entreprise, une collectivité ou une ASBL comme un club sportif. Vous allez aussi avoir comme objectif très concret dans votre communication interne l'objectif d'informer sur les projets en cours et sur la vie du club. On le voit de plus en plus, les membres ne sont plus comme peut-être il y a 20 ans, pour la plupart, des gens qui passent leur vie dans le club. Souvent, ils font plusieurs sports, en tout cas pour les enfants, ils cumulent énormément de choses, ils ont déjà des agendas de ministres. Et donc, faire en sorte que les parents soient véritablement informés de la vie du club, que les membres se sentent partie prenante finalement de votre club, je pense que c'est un objectif principal d'une communication interne. Valoriser le club, enfin, et tous ceux et toutes celles qui le composent, eh bien, je pense que là aussi, nous sommes dans un objectif évidemment prioritaire. Alors, le choix d'outils devant vous pour atteindre ces objectifs, il est extrêmement large. Comme je vous le disais tout à l'heure, communiquer, ça se fait par tout support, pour tout support et à tout instant. Et donc, il va falloir véritablement que vous analysiez en premier lieu les ressources que vous avez à disposition, à la fois humaines et financières, et que vous sélectionnez à partir de cette analyse-là les médias qui vous paraissent les plus efficaces. Il y a des médias qui sont extrêmement consommateurs en temps. Il y a des médias qui sont extrêmement coûteux. Et donc, je pense qu'il faut véritablement savoir à la fois quels moyens financiers vous voulez dégager et puis qui va pouvoir travailler derrière pour vous aider à alimenter votre communication.
Rien de pire, par exemple, que de lancer une page Facebook, de se dire qu'il faut absolument être sur Facebook parce que tout le monde y est, et puis de constater 6 mois plus tard qu'il y a eu un post et qu'il n'y a aucune réponse à toutes les questions qui sont posées via ce canal-là. Donc, il faut véritablement se poser la question préalablement, est-ce que j'ai les ressources suffisantes pour mener ma politique de communication sur tel ou tel canal? La conclusion de tout ça, c'est qu'il faut évidemment démarrer en douceur et puis grandir petit à petit. Je pense que démarrer par le site web est la base, par exemple, et puis il faut joindre à cet outil-là toute une série d'outils périphériques qui vont vous permettre alors de construire l'ensemble de votre communication. Le On site web. pourrait demander au club quels outils ils utilisent peut-être. Exact. Merci. Heureusement que tu es là pour me rappeler qu'on avait fait des petits sondages. On avait prévu des petits sondages. Et donc, on va d'abord partir avec ce premier sondage sur votre niveau de familiarité avec les outils de communication interne d'un club, parce que maintenant, on va commencer à les passer en revue. Et il nous serait assez utile de savoir si vous êtes déjà des experts en la matière ou si vous continuez à utiliser des pigeons voyageurs pour transmettre vos missives. On voit que vous êtes en train de répondre. Tu vois ici, Nicolas, les pourcentages qui s'appliquent. Ah voilà. Il y en a quand même 43% qui communiquent passionnément. Hein. Oui. Ok, donc vous avez... C'est entre beaucoup et passionnément. Hein. Vous avez l'air d'être majoritairement, effectivement... C'est pour le fermer. Reviens sur... Voilà. Okay. Vous avez l'air d'être majoritairement assez à l'aise avec les outils de communication, donc je vais essayer de passer dessus rapidement. Faites-moi signe, faites-moi savoir si les explications que je vous donne vous paraissent trop light ou si vous voulez qu'on aille un petit peu plus dans le détail. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un site web, c'est incontournable. Ça devient aujourd'hui vraiment la pierre angulaire de la communication d'un club sportif. Alors, qu'est-ce qu'un site web doit comprendre? Un maximum de faits de manière condensée et bien architecturée. Ça veut dire qu'il faut que les membres puissent retrouver très facilement beaucoup d'informations, des informations qu'ils vont retrouver via l'architecture du site, sans commencer à naviguer dans 10 000 pages, mais il faut que le who's who, les contacts, l'accessibilité du club, les horaires d'entraînement, les tarifs, etc., que tout ça se retrouve de manière vraiment très pratique et très directe. Et puis, mis à jour, parce qu'il n'y a évidemment rien de pire que d'avoir un site web qui donne des informations qui ne sont plus à jour, ou d'avoir un onglet, une page d'accueil par exemple avec des articles, et de voir que le dernier article qui a été posté date d'il y a 3 mois. C'est donc aujourd'hui, le site web devient une plaque tournante de votre communication et vous devez vraiment penser votre site web en termes de service. Je pense que vous avez 2 solutions, soit vous êtes un club avec peu de ressources, par exemple, vous n'avez pas un informaticien, un papa de joueur qui est d'accord de se consacrer 2 heures par semaine au site web et à sa mise à jour. Et alors, vous pouvez avoir un site web un petit peu plus statique, et mieux vaut avoir un site web statique bien mis à jour et avec toutes les infos que quelque chose de grandiloquent mais qui n'est pas à jour. Ou alors, vous avez quelqu'un qui peut vraiment s'y consacrer, et là, je pense qu'il y a toute une série de choses que vous pouvez mettre en œuvre. Il y a d'ailleurs plein de sociétés qui peuvent vous aider avec des logiciels un petit peu tout faits et toute une série d'outils qui vous permettent là de vraiment créer des outils de communication interne avec vos membres, par exemple avec des chats, avec vraiment des possibilités pour les équipes de poster des annonces, par exemple quand ils cherchent des coachs, quand ils cherchent de nouveaux joueurs, etc. Et je pense véritablement que ce qui va vous permettre de fédérer à un moment donné de créer votre esprit de club et de partager ces informations dont on parlait tout à l'heure, c'est de consacrer des portraits, des portraits de joueurs, des portraits d'encadrants, des portraits d'équipes, de parler des projets que le club porte, d'avoir une section agenda qui soit véritablement à jour et qui permette alors aux membres de planifier un petit peu leur vie de club. Ici, je vous montre l'exemple du site web du Club Sport. Je ne dis pas que c'est celui qui est le mieux fait, il y en a beaucoup qui sont très bien faits. Nous travaillons avec eClub et c'est eux qui structurent un petit peu le schéma que vous voyez ici.
Mais donc, ça nous permet, parce que là, en plus, on est un club multisport, donc hockey, padel, tennis, ça nous permet d'avoir une structure, une hiérarchie assez claire dans le site web, d'avoir des boutons qu'on appelle call to action par rapport à des réservations, par rapport à des albums photos, par rapport à toute une série d'actions très spécifiques, d'avoir donc des call to action bien identifiés et puis d'avoir toute une série d'actualités qui sont mises en avant dès la home page. Alors vous voyez, je vous ai mis quelques petites statistiques. Donc là, en 6 mois, on en est à 25 851 sessions. Donc ça veut quand même dire que pour un club qui compte 1002 pratiquants de hockey, plus leurs parents, plus les tennismen et les joueurs de padel, 25 851 sessions en 6 mois, c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'on a vraiment du trafic qui passe par le site et qu'on a donc tout intérêt à faire en sorte que ce site soit une vitrine et une vitrine à jour et alléchante de la vie du club. Alors, les newsletters, les mails, les SMS, il y a un rythme à définir préalablement. Je pense que là encore, il ne faut pas se lancer euh, de manière un petit peu aveugle dans une communication en disant que toutes les semaines, vous allez envoyer une newsletter et puis tous les 3 jours un mail et tous les mois des SMS, parce que sinon, vous allez finalement, soit vous allez saturer votre public cible, soit vous allez décevoir parce que vous n'auriez pas tenu votre parole. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que vous définissiez le rythme. Nous, par exemple, sur le Club Lucle, on a choisi d'avoir une newsletter qui sort plus ou moins tous les mardis. Alors pourquoi plus ou moins? Parce qu'on reste des bénévoles et donc parfois ça traîne un petit peu, mais on a choisi le mardi et on voit vraiment que, je vous montrerai les statistiques tout de suite, que ça amène des gros pics de fréquentation sur le site web. Donc on sait que les newsletters sont lus, mais parce que c'est la veille du début des entraînements de l'école des jeunes. C'est 2 jours après le week-end, donc on a pu faire des petits bilans de ce qui s'est passé durant le week-end, que ce soit en événement ou sur le volet sportif avec les équipes. On peut intégrer des portraits, on peut intégrer des infos aussi sur la semaine et le week-end à venir. Et donc c'est vraiment un rythme qui nous convient bien. Alors évidemment, quand je dis c'est chaque semaine en saison. Après, à partir du moment où on rentre dans les vacances, là, on a tendance à la mettre un petit peu en sommeil. Donc la newsletter pour nous, le mardi, on pense que c'est vraiment un bon jour. Et comment est-ce qu'on va choisir quel sujet on met dans une newsletter, quel sujet on met dans un mail? La newsletter, c'est un petit peu le best-of, le condensé de tous les articles qu'on aura publiés en ligne sur le site internet. Donc on a à chaque fois cette stratégie de publier d'abord un article sur le site web, de le partager ensuite sur Facebook, et puis une fois par semaine, d'avoir cette newsletter qui fait le condensé, le résumé de tous les articles de la semaine passée et des sujets d'intérêt pour les jours à venir. Alors les mails, eux, par contre, on fait du monothématique dans un mail. C'est-à-dire que quand on a vraiment une communication importante sur un gros événement, sur un projet qui franchit une étape, sur des rumeurs qui circulent et qu'on doit pouvoir, enfin, sur lesquelles on a envie de pouvoir revenir, eh bien, alors à ce moment-là, on va faire un mail à l'ensemble des membres et on va toujours être très attentif au titre qu'on donne au mail. Et ça, je vous le dis aussi par rapport à mon expérience à l'ULB, le titre d'un mail va contribuer à 60% au succès de lecture de votre mail. Et après, ça ne sert à rien de faire des tartines. Mieux vaut avoir un mail un petit peu plus court qui renvoie vers votre site internet pour un article plus long et plus en profondeur pour ceux qui auront envie de le lire. Parce que si vous avez un mail dans lequel il faut scroller pendant 3 pages, ça va décourager évidemment beaucoup d'internautes de parcourir cette communication, ne fût-ce qu'en diagonale. Les SMS, en cas d'urgence, ça peut être intéressant d'avoir un système de SMS en place. Alors, ça ne coûte pas forcément cher si vous êtes abonné à certains services, que ce soit de gros opérateurs mobiles ou des plus petits sites Internet, vous permettent, à partir de votre base de données, d'envoyer du SMS massif. Et ça peut vous permettre, par exemple, si vous devez annuler des entraînements pour cas de gel, ou on a eu à Bruxelles, quand même cette année-ci encore,
une ou deux alertes pendant lesquelles on a dû annuler des entraînements pour des raisons de terrorisme. Voilà, ça permet évidemment de faire passer une info très rapidement et très personnalisée, mais on ne l'utilise pas que pour des mauvaises nouvelles, évidemment. On l'utilise aussi plus particulièrement quand on veut faire des actions portes ouvertes ou qu'on demande à un membre de parrainer des nouveaux membres. Ça, c'est particulièrement vrai dans l'école des jeunes et particulièrement vrai dans l'école de tennis, où on a besoin, nous, de faire pas mal de publicité parce qu'on a peu de membres et donc on utilise le SMS comme une piqûre de rappel pour nous aider. Alors là, vous voyez un exemple de notre newsletter, c'est celle de la semaine dernière, où on va vraiment essayer d'avoir une communication destinée à l'interne. Ce n'est pas un outil de communication externe pour nous. Là, on serait vraiment sur un autre type de newsletter. Je pense qu'il faut distinguer les publics et il ne faut pas essayer de toucher tous les publics avec une même newsletter. Mieux vaut une newsletter interne et une newsletter externe que d'essayer de convaincre tout le monde avec le même outil. Et vous pouvez voir là sur le graphique à votre droite, il y a toute une série de pics, mais ils sont justement liés à ces fameux jours d'envoi de la newsletter. C'est-à-dire que vous voyez que les mardis, principalement, eh bien, quand la newsletter part, on a un pic de fréquentation sur le site parce que tout simplement, les gens reçoivent la newsletter, ils voient une news qui les intéresse, ils cliquent dessus, ils sont rebalancés sur le site web et à partir de là, on voit qu'il y a 1 minute 55 en moyenne de sessions sur notre site internet. Ça veut dire soit qu'ils prennent vraiment le temps de lire l'article en question, soit de toute façon on voit qu'il y a 2 pages et demie en moyenne lues par session. Ça peut vouloir dire que ça les amène à aller consulter d'autres informations sur le site. Donc la newsletter, même si parfois ça peut vous sembler un petit peu beaucoup de travail pour pas grand chose, mais on voit nous dans les statistiques que vraiment ça nous permet de booster la fréquentation du site web et de faire passer toute une série de messages. Alors, les réseaux sociaux, évidemment. Comment ne pas parler des réseaux sociaux et en particulier de Facebook qui est le grand vainqueur, en tout cas en Belgique francophone, sur l'ensemble des publics. Alors, si vous parlez plus spécifiquement des jeunes, là, avec Snapchat, avec des médias de ce type-là, on va peut-être être plus ciblé, mais je pense qu'en tant qu'institution, Facebook est et reste le meilleur canal de communication. Et je vous montrerai quelques exemples. On peut, via ce réseau social, partager les photos, les vidéos, les articles. Donc nous, systématiquement, à chaque fois qu'il y a un article en ligne, on le partage également sur Facebook. Alors je vous déconseille par contre de faire un partage automatisé sur Facebook parce qu'il faut que vous travailliez l'accroche sur Facebook. Quand vous allez publier sur un réseau social, si vous mettez simplement les entraînements recommencent ce mercredi, etc., vous risquez d'avoir peu d'engagement de la part de votre public. Or, on sait que ce qui permet dans l'algorithme de Facebook de toucher le plus grand nombre de personnes, c'est à partir du moment où les gens interagissent avec votre publication. Donc, soit ils like, ils la trouvent humoristique, etc., soit ils la partagent. Et à ce moment-là, on a alors un reach organique, comme on l'appelle, qui est vraiment beaucoup plus vaste. L'algorithme va pousser ces publications vers toute une série de personnes. Vous verrez que nous avons plus ou moins 2400 followers sur Facebook et pourtant, en moyenne, nos communications touchent un peu plus de 6000 personnes. Donc, ça veut vraiment dire que ce sont les membres là qui nous permettent de partager ces informations. Facebook nécessite, mais comme tous les réseaux sociaux d'ailleurs, une veille. Ça veut dire que vous devez quand même régulièrement, alors moi je le fais au moins une fois par jour pour la page du Club Sport, mais vous devez aller voir ce qui se dit sur votre club, ce qui se met en commentaire de vos posts, de vos photos, etc. Et puis vous devez être réactif. Quelqu'un qui vous pose une question par le canal de Facebook Messenger, de Twitter ou autre, va s'attendre à avoir une réponse très rapidement. Et donc là, je pense que vous pouvez mettre des outils en place dans les notifications, dans les alertes que vous recevez sur votre mail ou sur votre smartphone. Il y a toute une série de choses, on peut en reparler tout à l'heure si vous le souhaitez, qui vont vous permettre d'être très réactif. Avoir un contenu engageant, je viens d'en parler, alors transformer vos membres en ambassadeurs. Nous, de manière fréquente, et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, nous demandons à nos membres de partager spécifiquement certaines publications, et ça marche très bien.
Le timing analysé, pourquoi? Parce que une publication Facebook, ça ne se fait pas n'importe quand. Ça peut se faire, nous on privilégie le matin, donc vers entre 7h30 et 8h. Pourquoi à cette heure-là? Parce qu'en fait, il faut savoir que la première chose que fait le Belge moyen qui a un smartphone, quand il va sur sa toilette le matin, c'est qu'il ouvre Facebook. Et donc, il va répéter ce petit rituel dans le bus et puis en arrivant au travail, en allumant son ordinateur. Et donc, ça nous permet, en postant entre 7h30 et 8h du matin, eh bien de toucher toute cette population-là qui est assez attentive. Alors, je vous rassure, moi, je ne me réveille pas en commençant à publier des choses sur Facebook de manière frénétique. Je les programme à l'avance. Et donc là, ça me permet évidemment de planifier déjà ma semaine avec 5-6 publications sur la semaine. Et je pense que cette pratique de programmation est vraiment indispensable si vous voulez avoir un rythme. Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question de savoir quel rythme il fallait idéalement avoir. Je pense que pour un club sportif d'une certaine envergure, une moyenne de 2 à 3 posts par semaine me paraît bonne. Nous, à partir du moment où on a 3 sports et quand même un gros paquet de membres, on communique à peu près tous les jours, voire parfois même plusieurs fois par jour sur Facebook, mais ça j'essaie de l'éviter parce que en même temps, plus vous allez communiquer, moins vous allez intéresser, moins l'algorithme de Facebook va vous partager, donc vous rentrez dans un cercle vicieux. Il faut pas non plus, enfin il faut veiller à ne pas saturer vos internautes. Alors au niveau, donc j'ai parlé des matins, les soirs sont des bons moments aussi. Pendant la journée, ben, le creux se fait un tout petit peu, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous avez communiqué le matin, ça continue à circuler pendant toute la journée. Et pour le week-end, moi, je ne publie pas énormément sur le week-end parce que j'ai remarqué qu'on avait toujours des statistiques plus faibles que pendant la semaine. Je ne communique que quand il y a une info à chaud. Par exemple, pour communiquer le résultat de l'équipe première ou pour rappeler qu'on attend tout le monde à l'apéro du samedi midi, etc. Alors, je vous avais promis des exemples. Ici, ben, quand on indique annonce à partager, ça veut dire qu'on a 17 personnes qui partagent. Et là, ça permet, par exemple, à une équipe d'essayer de recruter. Vous voyez, 6 000 personnes atteintes par ces publications. Et parfois, c'est même repris par d'autres sites comme OK.be, Mercato, etc. Et donc, ça nous permet vraiment de toucher beaucoup de monde. Je parlais d'un contenu engageant aussi. Ben, on a essayé ici en fin d'année de faire le bilan de chacune de nos équipes. Alors, on n'a pas fait les 48 équipes une par une parce que sinon ça aurait saoulé tout le monde. Mais là, en faisant des bilans séquencés par l'école des jeunes, toutes les équipes féminines, toutes les équipes masculines, et puis les JV, enfin les jeunes masters, les masters, les ladies et les gents, voilà, ça nous a permis là de faire des communications où finalement les gens sont contents parce qu'on parle d'eux, parce qu'on les valorise, et alors ils se taguent, ils partagent, etc. Et ça donne là aussi des bons résultats. Je parlais tout à l'heure de portraits. On essaie de faire des portraits de chacun de nos joueurs et de nos joueuses d'équipe d'élite. On fait aussi des portraits de nos arbitres, on fait des portraits de nos encadrants, on fait des portraits des mamans qui s'occupent de la vente des goûters, de toute une série de personnes. Et là encore, c'est un contenu qui est très personnalisé et donc dans lequel les gens se retrouvent et ils aiment bien. Le stock de photos, ça, je vous en ai pas parlé plus tôt, mais c'est pour moi extrêmement important de veiller à mettre à jour et à avoir vraiment des photos de qualité dans votre base de données parce que rien ne marche mieux sur Facebook qu'une photo ou une vidéo. Ici, par exemple, nous avions utilisé un drone pour filmer nos nouvelles installations et on le fait venir au moins une fois par an pour filmer des moments importants de la vie du club ou simplement les infrastructures et ça nous a permis de faire toute une série de communications assez impactantes. Alors je voulais vous parler de Twitter quand même parce que nous avons mis en place une redirection automatique de tous nos posts Facebook sur Twitter. Bon, voilà, ça nous permet d'être présents, mais très sincèrement, l'engagement qu'on a sur Twitter, il est très faible. Et je pense que Twitter est surtout un média qui doit être utilisé à titre individuel, voire parfois à titre de club, mais alors avec une communauté plus journalistique, plus spécialisée, pour faire passer toute une série de messages. Les magazines et les flyers. Alors, il y a un impact plus solide. Qu'est-ce que j'appelle par plus solide? C'est que, effectivement, si vous avez
un magazine du club, et je crois qu'il y en a encore quelques-uns en Belgique qui sortent des communications papier, vous allez avoir quelque chose qui est vraiment à disposition des membres, dans le clubhouse, autour des terrains à tout moment, et donc qui va vraiment aussi permettre d'avoir une discussion et d'être sans doute moins versatile que le digital. Mais c'est extrêmement consommateur en ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources financières. Euh, et donc, moi, ce que je conseille véritablement, c'est d'avoir un mix print digital. Tous ceux qui ont dit qu'il fallait faire du 100% digital dans les boîtes de com, dans les institutions, dans les entreprises, sont revenus, je pense, de cette philosophie-là aujourd'hui. Et tout le monde revient à un mix digital et papier. Je pense par exemple chez nous à l'ULB, pour convaincre ou pour informer les futurs étudiants potentiels, on avait misé il y a quelques années sur du tout web. Ben, on a dû en revenir à des brochures parce que les élèves eux-mêmes de 16 à 18 ans demandaient à avoir du papier. Ils trouvent que ça crédibilise la démarche que d'avoir un support papier. Et donc là, on n'est plus dans la communication interne, mais dans le démarchage de nouveaux membres que vous allez pouvoir faire. Il est clair que avoir une plaquette de présentation du club va avoir beaucoup plus d'impact encore que votre site web. Affichage papier ou numérique, ben, vous voyez derrière moi que dans le club, on a de l'affichage papier. On a ce qu'on appelle des cadres clics. Hein, donc, ce sont des cadres où on peut très simplement ouvrir les différents bords et puis glisser des affiches. En fait, c'est peu onéreux. C'est peu onéreux parce qu'un cadre clic comme ça coûte une dizaine d'euros. Et il vous suffit d'avoir une imprimante couleur qui imprime jusqu'à du A3 et vous allez pouvoir véritablement déjà avoir un affichage papier spécifique à votre club dans l'ensemble de votre clubhouse, voire même à l'extérieur. Il y a des cadres de ce type-là prévus pour l'outdoor. Et donc moi, je vous conseille une chose, je sais que parfois on a tendance à faire toute une série de deals avec des afficheurs culturels, avec des distributeurs de cartes, etc. À titre personnel, je trouve que ça pollue plutôt le message que vous allez essayer de faire passer et que vous allez avoir votre affiche qui va se retrouver au milieu de plein d'autres affiches pour des festivals de musique, pour la nouvelle voiture de chez telle marque. Et donc, je pense que vous avez tout intérêt à ne pas accepter ces publicités-là qui souvent rapportent très peu d'argent en plus, mais à plutôt privilégier des supports internes. C'est très impactant si bien positionné. Bon, ben, on connaît tous évidemment le cadre clic qui est positionné devant un urinoir ou dans une toilette. Il n'y a rien à faire, c'est peut-être pas très glamour, mais en tout cas, c'est ce qui vous permet de passer un message pour quelqu'un qui est dans un espace d'attente. L'affichage numérique, ben, là aussi, bon, c'est plus cher, mais c'est beaucoup plus captivant. Et donc, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui travaillent avec des partenaires extérieurs pour à la fois valoriser leurs sponsors, mais aussi pour valoriser toute une série de résultats d'équipe, pour annoncer des événements, etc. Donc je pense que c'est une dynamique qui est très intéressante. Là encore, ça permet de faire en sorte que les membres regardent l'écran et puis disent « Ah, regarde, c'est nous », ça permet de passer toute une série de photos, ça permet de passer des résultats sportifs du week-end précédent, et donc je pense qu'il y a un engagement là-dedans. Après, c'est à vous évidemment de choisir le mix que vous voulez avoir pour ne pas vous retrouver trop noyé par toute une série de supports. Alors, on va lancer une nouvelle petite question pour voir si vous êtes toujours avec nous. Voilà. Ouf. Pour l'instant, oui, personne ne s'est endormi. Magnifique. Ouf. Alors, l'application... Ah non, on en a un ou deux qui s'endorment. Oh. Bon, on va essayer de vous réveiller. L'application mobile. Alors, je sais que souvent, on se dit que l'application mobile est un média qui coûte très cher, et je pense qu'il faut se défaire de cette idée-là. Donc, l'application mobile, elle permet vraiment sur smartphone de créer un lien permanent entre les clubs et les membres. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le média qui est le plus utilisé, enfin, le support qui est le plus utilisé par vous et moi dans notre vie quotidienne. Et donc, avoir une application, avoir la possibilité de faire du push d'informations via les notifications, ça vous permet de l'immédiateté, mais ça vous permet vraiment d'avoir un lien permanent. Ça vous permet aussi d'offrir toute une série de services comme du chat globalisé pour le club ou internalisé pour les équipes. Je pense que
le nombre d'équipes qui utilisent Snapchat, Facebook Messenger, WhatsApp ou que sais-je encore comme application en tout genre pour se créer des communications entre eux sur est-ce que tu viens dimanche, est-ce qu'on doit jouer en bleu, est-ce que quelqu'un a besoin d'une voiture. Mais ça, si vous pouvez offrir ce service de chat sur votre application mobile, ça fait que ça va créer un flux de visites automatique, les gens vont être captifs et vous allez pouvoir passer toute une série de communications. Donc c'est vraiment pour moi un médium extrêmement utile et qui n'est pas si onéreux que ça, surtout si c'est inclus dans une offre globale. Je parlais tout à l'heure de certains opérateurs qui vous proposent une offre de site web qui englobe l'accès aux résultats sportifs, à la programmation des matchs, etc. La plupart proposent également aujourd'hui d'avoir une déclinaison en application mobile. Et donc, je pense très sincèrement que c'est un médium qui vaut la peine d'explorer si vous n'en avez pas encore. Alors, les événements, ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, les événements, c'est un outil de communication. C'est un outil qui est fédérateur parce que ça implique beaucoup de monde. Un événement, vous allez avoir besoin de bénévoles, vous allez avoir des gens qui participent. Et donc, ça permet de connecter beaucoup de gens au sein du club. Je vais prendre un exemple. Avec la fédération, on avait travaillé il y a quelques années pour organiser la finale indoor dans une école. Eh bien, on a eu en un coup 70 personnes qui ont travaillé comme bénévoles pendant toute une journée, dont toute une série de gens qui ne faisaient que se croiser sans jamais vraiment se parler dans le club. Là, ça leur a permis de passer une journée ensemble, à servir de la bière, à faire parking boy, à accueillir les gens. Et ça a créé des liens. Et une grande partie de ces bénévoles-là sont devenus des membres actifs, des membres bénévoles actifs dans le club après. Donc, ça a été le premier événement dans lequel ils ont pris part. Et puis, par la suite, ils ont continué à s'engager dans le club. Ça crée une histoire commune aussi. Parce qu'évidemment, chaque événement va écrire une page. Souvent, aujourd'hui, les équipes écrivent des pages d'équipe de leur histoire et pas des pages de club. Les événements vont vous permettre de combler cette lacune-là. Ça permet de mettre en avant aussi les membres les plus actifs. Si vous pensez à des événements plutôt internes, nous, par exemple, chaque année ou tous les 2 ans, on a un événement qui s'appelle la Nuit des Merles, qui est un petit peu le bal du club sport. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de mettre en avant toute une série de personnes qui s'engagent fortement dans le club. Ça met aussi en exergue des points importants de votre projet. Si vous êtes un club avec uniquement des équipes mineures et dames régionales, par exemple, vous allez organiser un tournoi loisir, ça va vous positionner sur la carte du hockey loisir, jeune, festif, etc. Si vous êtes un club avec une grosse école de jeunes, organisez une Saint-Nicolas, un tournoi à Noël ou une journée des familles avec des rencontres interâges. Voilà, tout ça, ça va vous permettre là aussi de vous labelliser en tant que club familial. Et si vous voulez être un club qui joue à un niveau national, voire international, et vous positionnez vraiment sur la carte médiatique, par exemple, eh bien, l'accueil de matchs internationaux fait partie de cette politique-là. Nous, le fait d'avoir relevé le challenge du match Belgique-Argentine, donc vous voyez l'affiche derrière moi et la photo ici en dessous, c'était vraiment une politique d'image. On savait qu'on n'allait pas gagner de l'argent en faisant cette opération-là, mais c'était repositionner le sport après quelques années de galère dans un premier temps et puis de reconstruction dans un deuxième temps. C'était repositionner le club sur la carte nationale et je pense que ça a véritablement rempli cet objectif-là. Ce à quoi vous devez veiller lorsque vous vous lancez dans de l'événementiel, c'est avoir un planning équilibré sur l'année. Là encore, la question des ressources est une question très importante. Les événements, certains peuvent vous coûter un petit peu d'argent, la plupart seront au minimum neutres, voire positifs. Et donc, vous devez penser à vos ressources financières d'une part, vous devez également penser à vos ressources humaines. On le voit en mai et juin, nous par exemple, entre l'apéro league, le tournoi des jeunes, le tournoi des gentlemen, le corporate qu'on accueille à plusieurs reprises, etc. C'est lourd. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place toute une logistique avec des étudiants externes, des jobistes, etc. pour ne pas surcharger nos bénévoles et faire en sorte que à la fin du mois de juin, ils ne soient pas sur les genoux. Je pense avoir fait un petit peu le tour des plus gros outils de communication et je voudrais quand même encore venir sur quelques divers, par exemple la décoration de votre clubhouse.
Je pense qu'un clubhouse, c'est pas anodin. Encore une fois, c'est de la communication. La manière dont vous allez aménager ou pas votre clubhouse va impacter l'image de votre club. Ici, j'ai pris une photo dans les locaux de la fédération où vous avez une ligne du temps avec vraiment toute une série d'étapes importantes du hockey belge. Rien ne vous empêche de faire ce type de décoration dans votre club ou de mettre toute une série de cadres. Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'outils qui peuvent vous permettre de valoriser l'histoire, et même si votre club n'a pas d'histoire, les projets, ou en tout cas le présent de votre club, ne fût-ce qu'avec les photos d'équipe. Et je pense que ça, c'est très important. Nous, avec le sport, on a un clubhouse tout neuf, mais qui n'est pas encore mis en couleur, et c'est quelque chose qu'on doit vraiment permettre d'arranger. Et il y a plusieurs membres, d'ailleurs, qui nous en ont fait la remarque. Le matériel brandé, que ce soit l'équipement sportif, on avait montré très rapidement l'uniforme tout à l'heure, que ce soit le streetwear aussi, hein, des chemises, des pulls, des t-shirts, des casquettes, etc. Mais que ce soit aussi le matériel plus massif. Nous, par exemple, on a floqué l'ensemble de nos goals avec le logo du Club Sport. Il y a beaucoup de clubs qui floquent leurs balles. Là, parfois, c'est plutôt pour être sûr de pouvoir les retrouver. Mais je pense que tout ça contribue évidemment à l'image que vous allez donner. Et plus vous allez véhiculer votre image sur un panel d'outils différents, plus évidemment vous allez créer une marque forte qui va effectivement impacter les esprits. La mascotte, hein, on a parlé tout à l'heure du fait d'avoir un emblème, un symbole. Le fait d'avoir une mascotte, ça anime souvent les matchs et puis les jeunes adorent. Et alors toute une série d'outils un peu plus fun. Exemple, réservé pendant tout un mois une place de parking à la déléguée d'équipe qui a été la plus efficace sur le mois dernier. Ben voilà, c'est des petites choses qui vous permettent à la fois de valoriser une personne, mais aussi de valoriser une fonction dans son ensemble et de montrer à tous les bénévoles de votre club que vous ne les oubliez pas. Alors, quelles ressources? Très rapidement, il faut réfléchir à qui peut vous abreuver d'infos. Donc, nous avons mis en place toute une série de personnes relais, que ce soit dans nos différentes équipes, que ce soit dans les différents comités, comité des jeunes, comité arbitrage, etc. Et donc, on fait en sorte que ces personnes-là remontent de l'info. Certaines de ces personnes relais, on leur a demandé d'être également rédacteurs de toute une série de nos articles. Mais là aussi, il y a des personnes qui ont parfois une plume et d'autres moins. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir un stock de photos et de films pour pouvoir communiquer tout au long de l'année et particulièrement sur les réseaux sociaux. Le partage évidemment d'albums photos sur les réseaux sociaux est quelque chose qui fonctionne très très bien. Qui coordonne? Parce que c'est pas tout de dire en début d'année qu'on attend toutes les 2 semaines d'avoir des infos qui remontent de l'ensemble des équipes. Vous savez très bien que s'il n'y a personne derrière pour aller faire une piqûre de rappel, eh bien, vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc, il faut vraiment une personne qui soit la personne de coordination, et puis, que ce soit cette même personne ou une personne qui valide. Parce que là encore, le bad buzz est véritablement très vite arrivé, et donc vous devez quand même vérifier que toute la communication qui parte soit correcte sur tous les plans, en ce compris la véracité des informations qui sont données. Et alors, l'importance d'avoir un planning. Pourquoi? Parce que là encore, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous avez une newsletter qui, une semaine, fait 18 articles et la semaine suivante, 1, vous allez avoir à un moment donné un problème de lisibilité, de fidélité, et donc il faut véritablement essayer de pouvoir espacer tout cela et faire en sorte que vous parliez une semaine d'une équipe jeune, la semaine suivante d'une équipe senior, etc. Alors, je vais terminer avec des tout petits conseils à garder en mémoire. Dans la communication, je pense qu'il y a une chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est d'être honnête. Si vous communiquez des informations qui sont erronées de manière sciente, vous allez à un moment donné perdre la confiance de votre public, et je pense qu'il n'y a rien de pire pour l'image d'une institution ou d'un club sportif. Vous devez être transparent aussi. À partir du moment où vous allez vous lancer dans de la communication, vous allez avoir des questions qui vont vous être posées, vous allez avoir des demandes. Je pense qu'il faut pouvoir répondre à toutes les questions, même celles qui parfois font un peu mal ou dérangent. Ça fait partie de la vie d'un club. Vous devez vous orienter membre, c'est-à-dire véritablement réfléchir non pas à ce qui vous intéresse de communiquer, mais à ce qui peut intéresser vos membres de recevoir comme information. Et je pense que là, il y a vraiment un déclic à faire qui est très très important, parce que trop souvent,
on voit une communication top-down qui n'est pas suffisamment orientée vers les membres. Vous devez vous adapter aux audiences, c'est-à-dire qu'en fonction du fait que vous vous adressez à des parents de petits joueurs, que vous vous adressez à des petits bouts, que vous vous adressez à des joueurs plutôt compétitifs, vous devez évidemment adapter votre ton et aussi prendre en compte le fait que la personne est plus ou moins familière avec les pratiques sportives. Idem pour les événements, évidemment. Ne tombez pas dans la routine de la communication. On a parlé du planning tout à l'heure, on a parlé d'avoir des newsletters qui peuvent parfois se suivre de semaine en semaine. Ce qu'il faut veiller à ne pas faire, c'est d'avoir une communication qui soit trop plate, et je pense qu'il faut arriver à surprendre, avoir un ton un peu, je parlais tout à l'heure d'être engageant, il faut arriver à être un petit peu fun, et n'hésitez pas à faire des essais-erreurs, c'est comme ça que la plupart des boîtes de com fonctionnent. On teste une idée un petit peu, et Facebook pour ça est très pratique. On teste une idée sur Facebook, on voit si ça marche pas, et puis après on peut adapter sa communication en fonction. Et alors finalement, better be done than perfect, ça veut dire que, encore une fois, ne vous lancez pas dans l'ensemble des outils dès le premier jour, ça sert à rien parce que vous allez vous noyer. Choisissez vraiment en fonction de vos ressources, en fonction de vos messages, en fonction de vos objectifs. Et mieux vaut que votre communication soit bonne, même avec un impact plus limité, que mauvaise avec énormément de gens qui la voient. Voilà, je pense qu'on en est arrivé à la fin de la présentation. J'ai sûrement Merci Nicolas. dépassé, oui, vachement. Non, mais c'était top, je pense, pour recadrer un peu tous les outils dont vous disposez au sein de votre club. Je pense que ça va aider certains d'entre vous à un peu structurer votre communication, puisque c'était votre demande lors du sondage qu'on avait fait en début de saison. Est-ce que tu veux encore poser une question ou on passe aux questions-réponses? Je pense qu'on va tout de suite passer aux questions. Ouais. Alors, on peut agrandir ici. Alors, la bonne fréquence d'une newsletter et d'une publication Facebook, je crois que tu en as parlé. Hein. Oui, ça, je pense que j'ai effectivement répondu, mais donc pour rappel, pour une newsletter, à mon sens, c'est hebdomadaire, et pour une publication Facebook, là, ça dépend véritablement des infos. Encore une fois, tout à l'heure, je vous ai dit, pour moi, l'idéal, c'est de communiquer au moins une fois par jour, mais ça, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à communiquer. Si vous avez moins de choses à communiquer, ne vous forcez pas et ne communiquez pas dans le vent. Alors, les Facebook Live lors des matchs ont-ils du succès? Là, je peux vous parler malheureusement que de ce que je connais au niveau de mon travail, c'est-à-dire à l'ULB. Oui, les Facebook Live ont beaucoup de succès. Et c'est quelque chose qui fait apparaître une notification chez tous vos followers, donc c'est assez pratique. Par contre, pendant les week-ends, moi je suis plus sceptique parce que finalement, un dimanche après-midi, il y a peu de monde qui est derrière son Facebook. Donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose à tester, comme je le disais tout à l'heure. Essai-erreur, il faut y aller, il faut essayer, et en même temps, les Facebook Live, ça ne prend jamais qu'un smartphone et une personne derrière. Comment faire connaître le hockey dans les écoles? Là, je pense que toi, tu avais plutôt des réponses. La LFH organise un projet qui s'appelle Hockey to School, qui va vraiment débuter ici en septembre avec toute une série d'outils de communication, mais aussi des outils qui vont être mis à disposition des clubs pour qu'ils puissent les utiliser dans les écoles. Donc, je vous invite à être attentif en septembre quand on va lancer ce projet. La personne de contact est Jérôme Robins, donc n'hésitez pas. Mais je pense que vous en entendrez parler via nos réseaux sociaux, via notre site et via nos mails aussi. Pour vous donner un exemple de ce que nous, on fait, on utilise beaucoup du flyering. Et donc, on passe par l'échevine en charge de l'instruction publique pour avoir le droit de déposer des flyers et qui sont alors distribués dans les journaux de classe des élèves. Et on organise aussi des portes ouvertes en collaboration avec les écoles. On organise notamment durant les jours blancs, donc les fameux jours qui suivent les examens du secondaire et où les profs sont en train de corriger les copies, mais où les élèves n'ont plus aucune activité scolaire. Et bien là, en fait, on est dans un programme avec la communauté française où on est rémunéré pour accueillir des élèves du secondaire et finalement faire la promotion du sport. Donc là, c'est ce qu'on appelle un win-win. Alors, en ce qui concerne les newsletters, quel pourrait être l'intérêt du site par rapport à une page club Facebook? L'intérêt du site, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir une info qui est plus complète
Vous allez pouvoir mettre plusieurs illustrations, par exemple, si vous voulez mettre des graphiques, si vous voulez mettre des informations chiffrées. Vous allez pouvoir avoir aussi un texte qui soit beaucoup plus long. Vous avez déjà vu sur Facebook, c'est pas très pratique à lire parce que le cadre réservé à la publication est assez étroit. Et donc, si vous voulez développer des communications, nous, par exemple, on a eu des grosses communications à faire récemment par rapport à la programmation pour la saison prochaine. On a très clairement publié d'abord l'article sur le site web et puis on en fait un extract pardon, pour la newsletter et pour Facebook et on renvoie à chaque fois vers le site pour l'exhaustivité de l'information. Donc je pense que ça, c'est le gros avantage. Ça va, personne ne dormait donc. On est en train de voir vos commentaires sur le jaguar qui s'est endormi. Et les autres, est-ce qu'on utilise des vidéos pour diffuser de l'info? Alors aujourd'hui, on ne le fait pas, mais c'est effectivement une chose à laquelle je réfléchis parce que on s'est rendu compte que faire des portraits, c'est parfois un peu fastidieux parce qu'il faut quelqu'un qui s'attelle à cela de manière, je vais dire, au moins hebdomadaire pour que ça ne fasse pas de jaloux. Et donc, moi, je réfléchis pour la saison prochaine à faire des interviews avec un smartphone, tout bêtement, et à poser 2-3 questions comme ça à des membres du club et puis à les poster sur Facebook. Et je pense que ça peut rendre le contenu plus vivant et encore plus partagé. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée d'utiliser les vidéos. Et très sincèrement, avec un iPhone, c'est tout à fait suffisant. Il ne faut pas se mettre des moyens non plus trop professionnels. Est-ce que cela vaut la peine d'investir quelques euros en publicité sur Facebook pour envisager de recruter des joueurs? Alors moi, je le fais très fréquemment. Je le fais plus fréquemment sur le tennis que sur le hockey, parce que, encore une fois, on est plus en demande sur ce secteur-là. Mais oui, de la publicité ciblée sur Facebook, localisée géographiquement et parfois sur des tranches d'âge. Moi, je fais moins sur des tranches d'âge pour le tennis, mais quand je le fais sur le hockey, c'est effectivement par tranche d'âge. Ça fonctionne bien. Donc, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de retours via ça. Après, dire si c'est qualitatif, ça, c'est plus compliqué. Donc, est-ce que les gens qu'on a touchés sur Facebook finissent par s'inscrire et par être vraiment motivés par le sport? C'est une donnée sur laquelle on n'a jamais eu d'analyse fine. Et donc, je pense que ça vaut la peine parce qu'en plus, les publicités sur Facebook ne coûtent vraiment pas grand-chose. Pour une vingtaine d'euros, vous avez déjà un reach de 1500 à 2000 personnes. Et donc, si vous choisissez vraiment d'avoir une localisation assez proche de votre club, ça peut être très impactant. Comment éviter la multiplication des pages Facebook? Facebook Open, équipe première, oui. Alors, effectivement, je parlais tout à l'heure du fait que beaucoup de gens utilisent des groupes Facebook, des pages Facebook pour finalement faire du chat, hein, parce que c'est un peu ça qu'ils font. Donc, chaque équipe a son groupe, sa page ou son groupe Messenger. Je pense là encore que l'application mobile va vous permettre de couper un petit peu ces pratiques-là. Ceci dit, c'est pas tout à fait inutile d'avoir ces pages-là. Et je ne suis pas certain qu'il faille essayer de combattre ce mouvement-là. Moi, au contraire, ce que j'essaie de faire, c'est d'être vraiment une page fédératrice pour l'ensemble des groupes. Donc, je me suis mis en tant qu'administrateur, je me suis fait fan ou membre de la plupart des groupes du club. Et quand il y a des infos qui sont de notoriété un peu plus publique que juste un message interne, eh bien, en fait, je partage le message du groupe. Et alors, souvent, aujourd'hui, les groupes me communiquent en tant que webmaster ou community manager, ils me communiquent leurs infos et je les partage sur la page. Et finalement, ça crée une galaxie de pages Facebook liées avec le sport qui s'enrichissent les unes les autres. Donc, je ne suis pas certain qu'il faille essayer vraiment d'éviter à tout prix cette multiplication. Comment gérer des pages comptes créées par des joueurs équipes qui peuvent avoir une influence sur l'image d'un club? Donc oui, là, la question se reprécise encore un petit peu. Si vraiment il y a une page ou un groupe qui va commencer à raconter des choses qui ne sont pas avérées ou qui peuvent mettre à mal l'image du club,
Là, je pense que vous devez tout simplement avoir un contact avec les personnes responsables des pages, essayer vraiment d'entrer dans un dialogue. Aujourd'hui, il faut de toute façon savoir qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a aucun contrôle d'image à 100% qui peut être fait. Et donc, moi, en tout cas sur l'ULB, je n'ai pas eu le cas avec le sport, heureusement, mais sur l'ULB, j'avais énormément de pages qui racontaient tout et n'importe quoi. Et 99% du temps, c'est en entrant en communication avec les gestionnaires de ces pages-là ou de ces groupes que j'ai pu résoudre les situations, en fait. Et souvent, les gens aiment bien qu'on vienne corriger, qu'on vienne commenter un post en disant « je pense que vous avez une mauvaise information, ceci est la bonne ». Et alors, souvent, votre réponse devient le commentaire le plus vu, le plus partagé, etc. Donc, ça permet de désamorcer cet effet-là. Et puis, dans le pourcent restant, ben, il vous reste aussi la plainte vers Facebook. Et les plaintes sont suivies. Donc, si vous argumentez bien votre plainte, a priori, Facebook fait du suivi. En tout cas, moi, j'ai su faire supprimer certaines pages au niveau de l'ULB. Est-il pertinent d'avoir plusieurs pages Facebook à thème? Alors, on avait essayé ça. Nous, on avait essayé une pour le tennis, une pour le paddle, en plus de celle du club qui était un peu plus OK. Très sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Vous allez vous-même vous perdre dans toute une série de publications différentes. Et moi, je n'ai pas constaté que j'avais plus de public en additionnant les pages qu'en ayant une seule page centrale. Donc, je pense que vous êtes mieux d'avoir une page, mais de veiller à avoir un équilibre dans les publications que vous faites sur votre page entre les différents sports, les différentes catégories dans un même sport, les différents types de messages, une fois un événement, une fois un portrait, une fois un projet, une fois une info pratique ou administrative. Et donc, je pense que c'est vraiment avec ça que vous allez arriver à être le plus efficace. Est-ce que la LFH peut mettre à disposition des clubs une banque d'images génériques de photos, de visuels, de promotion du hockey? Oui, je pense qu'en tout cas, vous pouvez me contacter et je peux voir avec notre cellule communication pour qu'elle vous mette à disposition en tout cas une série d'images de promotion du hockey dont nous disposons. C'est vrai que c'est une bonne idée. Non, on ne dort pas, on rugit. Merci Thierry. Avez-vous déjà produit du contenu multimédia en vue de présenter les valeurs du hockey dans son ensemble afin que les petits clubs puissent se servir de ce contenu auprès de publics cibles? C'est un peu ce que la RBH a fait avec le programme Stick to Fair Play, avec vraiment des clips promotionnels qui ont beaucoup tourné dans les clubs pour rappeler le fair play des parents, des supporters. Je pense qu'il y a encore un clip qui va partir en septembre, donc ce sera encore une occasion pour vous de le partager. Évidemment, c'est pas le faire régulièrement, mais quand on sait le faire, en tout cas, on le fait. Alors, Edwin nous pose une question sur un meilleur retour vers les partenaires. Je suppose que c'est par rapport aux sponsors. Donc là, effectivement, j'en ai peu parlé parce que pour moi, c'est encore un volet très spécifique. On n'est plus vraiment dans la communication interne. On est plutôt dans de la valorisation de partenariat. Il y a énormément de supports dont j'ai parlé jusqu'à présent qui peuvent servir évidemment à valoriser les sponsors. Donc, le site web en tout premier, les newsletters. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose souvent, alors on ne donne pas notre database aux sponsors, mais on propose aux sponsors qu'une à plusieurs fois par an, ils puissent pousser des informations dans notre newsletter. Donc ça fait partie de l'offre de valorisation. Il y a aussi évidemment tous les supports internes, donc votre affichage papier ou votre affichage numérique. Ce sont autant de supports que vous pouvez valoriser auprès de vos partenaires. Donc, c'est, je pense, économiquement très intéressant pour eux. Et puis, il y a évidemment tous les supports que peuvent offrir un club au niveau outdoor. Oui, et pendant le forum de la Hockey Academy, donc le 24, un de nos orateurs présentera aussi les moyens digitaux pour la visibilité de vos sponsors. Donc, Edwin, tu n'as plus qu'à t'inscrire. Les dames et les messieurs chez nous créent des groupes auxquels nous n'avons pas accès et ne vont pas sur la page Facebook du club. Du coup, nous ne parvenons pas à les toucher. Et donc là, je pense, encore une fois, que la meilleure chose, c'est d'entrer en contact avec les gestionnaires de ces groupes et de ces pages et de les inviter à indiquer à l'ensemble de leurs membres qu'ils peuvent non seulement être membres du groupe,
mais aussi devenir fan de la page pour avoir l'ensemble des informations sur le club et proposez-leur un win-win. Demandez-leur d'être vos ambassadeurs, de partager vos informations, mais dites-leur que s'ils ont des infos et des demandes qu'ils veulent voir relayées par votre page, vous êtes à leur disposition. En faisant un échange comme ça, la plupart du temps, ça fonctionne. Le manque de professionnalisme dans la communication ne risque-t-il pas d'entraîner le club dans la construction d'une image négative? Là, on en revient aux ressources. Donc, je pense qu'il est effectivement très, très important de ne pas se mettre des objectifs qui sont déraisonnables par rapport aux ressources qu'on a. Si vous n'avez personne dans votre entourage au niveau du club, que ce soit en bénévole ou en professionnel, qui peut faire du graphisme, qui peut faire de bonnes photos, qui s'y connaît un petit peu en mode d'écriture ou en gestion de site web, alors effectivement, vous êtes mieux de vous limiter à des choses basiques. Mais par exemple, moi j'ai parfois reçu des photos de parents qui me demandent de publier la photo de leur équipe qui est complètement floue et cadrée à trois quarts. Je refuse de les publier celle-là. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, on paye un photographe qui vient faire une photo d'équipe pour chacun, et puis le reste du temps, on reçoit quand même encore souvent des photos qui sont de bonne qualité. Mais vous avez tout à fait raison, il ne faut pas publier tout et n'importe quoi. Communiquer pour communiquer, c'est jamais une bonne idée. Il faut vraiment communiquer qu'à partir du moment où vous êtes sûr de votre contenu et de sa qualité. Avez-vous une application à conseiller lorsque vous parlez d'application mobile? Alors, je n'ai pas une application en particulier. Ce que je peux vous dire, c'est encore une fois de notre expérience personnelle, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui l'offrent. Nous, avec eClub, ils nous proposent dans notre abonnement, moyennant un petit supplément, de développer une application mobile qui reprend le contenu de notre site web, qui reprend l'agenda des matchs, qui prend une partie forum pour les équipes, etc. Donc voilà, on est en train de les développer. Alors, on va voir si c'est avec eux ou si on le fait en interne, parce qu'on a en plus un informaticien ici dans le club qui touche vraiment bien à tout ce qui est codage. Donc là, on a de la chance. Mais je dirais qu'il y en a beaucoup d'autres. Only et toute une série d'autres proposent le même genre de service. Donc là, il faut vraiment regarder déjà avec ceux qui s'occupent de votre site web s'ils offrent une solution pratiquement clé sur porte pour votre application. Avec plaisir, Angelo, et merci pour le merci. Pourrons-nous disposer des slides? Oui, bien sûr. Je pense parce qu'en plus, on est enregistré, donc voilà. Le webinaire sera à disposition sur le site web dans l'onglet OK Academy. Penses-tu que le site de la Fédé est un modèle de communication? Je vais presque sortir mon joker, mais comme elle ne m'écoute pas pendant une minute, je vais dire non. Je pense que le site de la Fédé n'est pas du tout un modèle de communication, qu'il est trop fouillé, l'architecture n'est pas simple, les actus ne ressortent pas de manière suffisante, et les liens vers Facebook et la multifonctionnalité web n'est pas encore performante. Mais je pense que on y travaille. Il y a un projet derrière. Il y a un gros projet. Voilà. Merci beaucoup. Mais je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. En tout cas, sachez que moi, je suis évidemment à votre disposition. Vous pouvez m'écrire à président@tuclesport.be pour toutes les questions que vous auriez encore en la matière. Et je suis évidemment très désireux de partager des infos et puis d'avoir vos retours aussi. Si vous avez des bonnes pratiques, n'hésitez pas. Les échanges sont toujours bons à prendre. Un tout grand merci, Nicolas. Et il y aura encore des partages de bonnes pratiques dans les clubs lors du forum. Donc, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous avez des bonnes pratiques, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous laisser un petit espace-temps lors de ce forum. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça a coupé. Est-ce qu'on est toujours en direct, Simone?